Salut les pépettes, ici Permamax, alias Long Poil. Petit clin d'œil à l'ami Yves de Mambio Gardin, c'est comme ça qu'il m'appelle, Long Poil. Je vois pas pourquoi, franchement. Bon, ceci mis à part, voici une petite vidéo pour parler un petit peu des plantes, de leurs besoins, des engrais, des composts, des terreaux, enfin voilà, faire un petit peu la part des choses. Parce que quand on débute un jardin, c'est pas évident de s'y retrouver un peu dans tous ces termes. Un terreau, un compost, un fumier, les engrais en effet, pour ceux qui veulent en utiliser. Donc je vais parler en premier de ce que moi je n'utilise pas, c'est-à-dire les engrais. Donc les engrais, j'ai pris ma petite anti-sèche là-haut, sur l'ordinateur. Pas dire de bêtises, parce qu'on va rentrer un petit peu dans la science quand même. Hein. C'est pas un cours de poussé de science non plus. Hein. Je vais pas déconner. Je suis pas professeur de sciences physiques ou de chimie ou biologie non plus. Mais ouais, c'est important de connaître. Vous avez peut-être déjà entendu parler des engrais NPK. Alors NPK, c'est 3 lettres qui sont dans le tableau périodique des éléments. Le N, c'est pour l'azote, donc de son petit nom nitrate, nitrite, tout ça. Le N vient de là. Le P pour le phosphore et le K pour le potassium. Le P était déjà pris, donc on a pris notre lettre K. Donc je connais pas l'origine de pourquoi on utilise la lettre K pour le potassium. Bref. Ces 3 nutriments, on va utiliser les termes techniques des sites qui m'ont inspiré. Donc ce sont des macronutriments primaires. Donc les macronutriments primaires, je répète, azote, phosphore et potassium, NPK. Alors ils ont tous les 3 un rôle différent et complémentaire, on va dire, dans la plante. Donc déjà l'azote, ça fait partie de l'ADN. Hein, c'est vraiment le propre du vivant, azote, carbone, c'est des trucs qu'on va retrouver dans la production des protéines d'ADN, hein, tout simplement. Et on va le retrouver aussi dans la chlorophylle, enfin ce qui va donner la verdure aux plantes, etc. Donc c'est un élément très important. Et en effet, si vous avez une terre où vous avez cultivé quelque chose de très gourmand en azote l'année d'avant, si vous remettez quelque chose de gourmand en azote, vous allez avoir une carence d'azote. On appelle ça une faim, F-A-I-M, une faim d'azote. Et ça, vous allez le voir principalement par le jaunissement des feuilles, ou des feuilles qui manquent d'éclat dans le verre, on va dire. Ça, c'est le principal rôle de l'azote. On va ensuite arriver sur le P, donc le potassium, si je dis pas de bêtises. C'est bien ça. Lui, le potassium, il va plus... Ah, je suis sur le phosphore, ça va pour aller. Voilà. Donc lui, le potassium, il va vraiment avoir un rôle sur tout ce qui est activation des enzymes, tout ce qui va être structure des cellules. Alors pas au niveau ADN, mais au niveau de la membrane de la cellule, la peau de la cellule, si vous voulez, des cellules. Il est responsable aussi de la régulation de l'eau, la régulation de la pression de l'eau dans les cellules, les turgescences. L'activation des enzymes, j'en ai parlé. Et développement et transport des composés organiques. Donc en fait, oui, le potassium, donc le K+, c'est un ion positif. Il va se retrouver principalement, donc K+, il va être attiré par tout ce qui est moins, donc l'argile, l'humus et tout ça avec une bonne hydrométrie, va capter facilement l'ion K+, comme le calcium, hein, d'ailleurs. Ils vont d'ailleurs potentiellement rentrer en concurrence l'un et l'autre. Ça aide de régulation du pH dans les cellules végétales. Enfin, vraiment, il n'y en a pas besoin de beaucoup, mais c'est un truc qui joue beaucoup de rôle dans la plante.
Il aide aussi à la capture du dioxyde de carbone pendant la photosynthèse, le rééquilibrage des charges électriques. Et oui, c'est du vivant, il y a de l'électricité dedans. On croirait pas, hein. Donc le potassium, moi, c'est vraiment le deuxième plus essentiel à la plante, hein, avant le phosphore, malgré qu'il fasse tous les trois parties des nutriments primaires. C'est ce qui évite la chlorose aussi, hein, donc l'apparition de feuilles jaunes, toujours en parallèle avec le rôle de l'azote, hein. Ça, c'était pour le phosphore. Et le potassium, le phosphore maintenant, pardon, le potassium, c'était juste avant. Ben oui, le potassium, c'est un rôle, encore une fois, sur la structure des cellules. Là, il va vraiment permettre de réguler la croissance, entre autres, cellulaire, la croissance des plantes. C'est un élément vital, hein, de toute façon, comme notamment ouais, dans les structures d'ADN, d'ARN, d'ATP. Voilà, ça va rentrer vraiment dans la biologie. Et il aide à la fixation de l'azote. C'est vraiment quelque chose qui aide à la croissance, à avoir des belles feuilles droites. Enfin, voilà, ça joue sur la structure cellulaire, vraiment comme il faut. Donc ça, c'était pour les trois nutriments, macronutriments primaires. Il en existe trois secondaires. Un qu'on utilise souvent dans nos jardins, c'est le calcium, que ce soit sous forme de coquilles d'œufs ou pour ceux qui pratiquent ou qui pratiquaient le chaulage. C'est un apport de calcium dans le sol. Ça va avoir entre autres pour effet de lever le pH, donc de baisser l'acidité, d'augmenter soit de tirer vers la neutralité, soit carrément de monter sur un sol basique. Moi personnellement c'est pareil, ça je pratique pas spécialement. J'ai fait quelques apports de calcium principalement sur les choux. Les choux, les aliacées, ils apprécient assez. Et c'est pareil, le calcium, lui, il va jouer sur la cohésion des parois cellulaires. Donc il va aider à fixer la chlorophylle qui fait un bon verdissement des feuilles aussi. Il va aider à ce que les cellules soient plus costauds, donc qu'elles se fassent moins attaquer facilement par des nuisibles comme les pucerons, enfin des trucs comme ça. Ça rend les cellules plus dures à percer, on va dire. Un peu plus court, hein, c'est les secondaires, on va pas s'étaler non plus. Le deuxième, c'est le magnésium. Alors je ne le mettrai pas en deuxième par importance, hein, de la plante. Elle a un rôle sur les enzymes aussi, hein, c'est ouais, atome principal de la chlorophylle. C'est celui qui est le plus présent quand même dedans, mine de rien. Mais ouais, c'est pareil, ça va jouer sur les couleurs vertes, ça va aider la plante à assimiler le carbone pendant l'étape de photosynthèse, etc. Et pour moi, le troisième, et pas des moindres, c'est le soufre. Donc le soufre, c'est souvent sous forme de phosphate qui lixive. Donc le lessivage, c'est quand il pleut, les nutriments ils coulent en surface jusqu'à rejoindre les ruisseaux. Le lixivage, c'est quand il pleut et que les nutriments vont vers la roche-mère avant d'être filtrés pour atteindre les nappes phréatiques. Donc c'est assez compliqué à le garder dans le sol, le soufre. Mais pour tout ce qui est protéines, production de protéines végétales, entre autres, ça va jouer énormément. Ça va jouer aussi pour tous les aliacées, tous les crucifères. Donc les aliacées, c'est ail, oignon, échalote, enfin tout ce qui est de la famille des poireaux, la ciboule, la ciboulette et compagnie. C'est la famille de l'ail, hein, à peu près ce qui sent pareil. Et dans le chou aussi, ça apporte beaucoup de soufre. Ces odeurs, les huiles essentielles sucreuses, l'odeur que ça apporte, c'est principalement le soufre. Et ça, c'est pareil. S'il y a un manque de soufre, ça va se ressentir principalement sur les feuilles. On va avoir un petit peu de chlorose aussi, encore une fois. Donc des feuilles qui pâlissent, qui jaunissent.
voire qui brunissent également. Donc ça, c'est des engrais, c'est de la chimie de base, on va dire. C'est quand vous achetez un paquet d'engrais qu'il faut soit diluer dans l'eau pour arroser, soit des petits bâtonnets à mettre dans la terre qui vont se diluer au fur et à mesure des arrosages. Si vous regardez à un moment donné, vous avez NPK avec 3 petits chiffres en dessous. En fait, c'est la concentration d'azote, de phosphore et de potassium. Et chaque plante, chaque famille de plantes va avoir des besoins différents. Et en agriculture conventionnelle, en bio aussi, je crois qu'on utilise des engrais NPK bio. C'est en gros, on considère que la terre, elle est déséquilibrée ou qu'il n'y a pas ce qu'il faut dedans. C'est un truc neutre et que on va y mettre ça parce que la plante a besoin de ça. Ou pour ceux qui sont un peu plus poussés dans la réflexion, on va faire des analyses de sol, voir les écarts qui manquent en azote ou en phosphore ou en potassium et choisir un engrais en fonction pour rééquilibrer la chose. Ce qui est déjà un petit peu plus réfléchi comme méthode. Et la troisième méthode, c'est de s'en foutre complètement. Je vous explique pourquoi. Ben moi, j'utilise pas d'engrais. J'ai fait des purins. Donc, purin, c'est pas confondre avec un macérat. Un purin, c'est une recette bien précise qui doit être respectée, qui doit être mélangée régulièrement, dégazée, etc. À l'abri de la lumière. Un macérat, c'est on laisse macérer. C'est le soleil qui fait le boulot, les bactéries, voilà, ça pourrit. Ça envoie un petit peu des gaz à effet de serre. Ça pue. Que comment ça s'appelle un purin, ça ne sent pas mauvais. Si ça sent mauvais, c'est que ça a tourné en macérat. Ça a à peu près les mêmes apports, si ce n'est qu'il y en a un qui est fait en aérobie, l'autre en anaérobie, donc avec de l'air et l'autre sans air, qu'on fait à l'étouffer donc. Et c'est pas les mêmes bactéries qui vont se développer dedans, donc il y a plus ou moins de risque de pathogènes avec les macérats, moins avec le purin. Mais après, ce qui va être apport de nutriments, bah en fait, ça dépend des plantes que vous allez mettre dedans. Si vous faites un macérat d'ortie, vous allez apporter beaucoup d'azote. Si vous faites un macérat de consoude, ben, la consoude, elle a l'avantage, parce que je n'ai pas précisé tout à l'heure, le phosphore a tendance à... Que je dise pas de bêtises, je revérifie. C'est bien le phosphore ou le potassium. Du fait que ça commence tous les deux par un P, je les confonds tout le temps. D'où l'importance de prendre des notes. Pour une fois, pour pas dire trop de bêtises. Il y en a un qu'on est obligé d'extraire dans des mines et pour ce qui est de l'agriculture conventionnelle. Parce que en fait, il tourne très très vite, il se retrouve bloqué, il est plus biodisponible en fait. Il cristallise avec le calcium ou avec enfin voilà, il reste pas de manière biodisponible, soluble ou dans l'eau en gros, hein, pour que les plantes puissent l'absorber. Sauf pour la consoude. La consoude arrive à avoir des grosses racines assez puissantes et qui vont assez profond surtout, qui vont ramener, je crois que c'est le phosphore. Dans le doute, je vous laisserai vérifier. Je dis voilà, je digresse pas comme ça. Et la consoude, si on fait un purin, un macérat ou un compost avec la consoude, elle va ramener cet élément disponible. Donc, il est vraiment très présent dans le sol. Hein. C'est vraiment sa forme disponible qui est plus rare, parce que elle est pas stable. Elle est pas stable dans le temps. Elle s'oxyde, elle se réduit assez facilement. Et donc la consoude peut apporter ce genre de truc là, donc les purins qui manquent. Et quand on donne du carbone, alors un élément que je n'ai pas noté, que je n'ai pas mentionné précédemment, le carbone, on ne l'apporte pas spécialement en fait. Moi, je l'incorpore dans mon terrain, mais c'est pas pour les plantes en fait. C'est le carbone que je vais amener dans mon terrain. Ça va être pour la vie de mon sol. Il y a un peu de carbone et un peu d'azote qui vont être là pour les bactéries, les champignons et les différentes bestioles, vers de terre et autres qui habitent mon sol.
qui habitent, qui mangent, qui font pipi, qui font caca. Donc dans le pipi et le caca, ben, on va retrouver un petit peu de tous ces nutriments qui sont hyper importants, qui vont vivre et qui vont mourir. Donc si c'était le phosphore qui était disponible, rendu disponible par la consoude, c'est le potassium qu'on va retrouver dans les cadavres d'animaux, insectes compris, et micro-animaux, hein. Il n'y a pas que la macrophage qu'on peut voir, hein. Il y a microphone, macro et microphone. Tous ces cadavres-là, bah, en fait, ça stocke du carbone qui n'est plus dans l'atmosphère, ça respire, hein, ça en produit aussi un petit peu de CO2 quand même en respirant. Mais dans les cellules, ça va stocker quand même du carbone, une cellule vivante ou morte, et qui va se faire manger par d'autres bactéries et redigérer. Ça va faire un cycle, hein, ça va être respiré, renvoyé dans l'atmosphère d'une manière ou d'une autre. Plus rapidement si on expose notre sol au soleil, parce que les UV vont casser les molécules de carbone pour en libérer du CO2 ou du méthane, ou plus du CO2 quand même. Dans nos tas de compost aussi, on va le retrouver. Tous ces êtres vivants qui vivent et qui meurent, hein, dans nos tas de compost. Il y a une vraie guerre chimique à l'intérieur, entre bactéries, champignons et toutes les faunes possibles et imaginables qui vivent là-dedans. Et ouais, le carbone, en l'occurrence, il va être capté par les plantes par la photosynthèse et on va le retrouver dans les plantes qu'on va mettre dans notre compost. Ou moi, personnellement, cette année, je fais quasiment plus de tas de compost. Je regarde un petit dernier pour avoir un petit peu de terreau pour le semis encore, pour leur piquage. C'est juste pour dire de ne pas tout acheter. Je composte à plat cette année, c'est-à-dire au sol. J'ai une vie du sol microbienne, fongique et une faune qui est installée, qui fait que je peux maintenant me permettre de composter directement, mettre mes déchets sous le paillage pour pas que ça fasse moche, mais sinon la vie est bien installée. Et avant ça, il faut composter. Et pareil que le purin, bah, le compost, si on le fait pas comme il faut, c'est pas un compost, c'est un pourrissoir. Qui apporte à peu près les mêmes nutriments, mais avec les mêmes problèmes, c'est que ça peut aussi apporter quelques pathogènes et quelques insectes un peu nuisibles, on va dire, qui vont pas aider la croissance des plantes au début qu'on va les installer. Un bon compost, c'est quelque chose qui doit être aéré, donc une couche de carbone, une couche d'azote. Donc le carbone, comme je disais, on va le retrouver dans les plantes. Après la photosynthèse, elles vont stocker dans leurs cellules. Et c'est ce qu'on va retrouver dans les pailles. Alors une paille va contenir beaucoup plus de carbone que d'azote, contrairement à un foin qui va être encore un petit peu vert. Donc c'est une herbe qu'on va couper avant qu'elle ait fait son cycle complet. Donc elle est coupée verte et elle va sécher verte. Donc elle a encore de l'azote en elle. La paille, la plante a fait son cycle complet, elle est montée à graines, on a récupéré les graines et on récupère la paille. C'est vraiment du jaune, il n'y a plus de vert dedans. On va retrouver aussi ça dans les feuilles mortes. Même principe, elles sont plus vertes, hein, les feuilles mortes des arbres. Elles sont brunies ou rouges, ou tout ça, ça dépend des différents nutriments, métaux et nutriments primaires et secondaires qu'elles ont absorbés selon les plantes. On va le retrouver dans le bois broyé, avec des tanins également. Si vous prenez du duramen, je vous renvoie à la petite vidéo que j'avais fait, si je dis pas de bêtises, ça va apparaître là-haut, sur le bois, sur le bois et BRF, le broyage de bois et BRF. On va retrouver aussi un peu de carbone dans le BRF naturellement. Voilà, le carbone est présent un peu partout, mais à différentes densités. Il y a différents tableaux, hein. Tableau de C sur N. Et puis en fait, un compost, il faut que ce soit aéré. Et il faut qu'il y ait une zone aérée en périphérie. Donc mettre des branches, de la paille, des trucs à l'intérieur pour faire des zones d'air aussi. Mais il faut qu'il y ait des zones aussi en anaérobie. Donc il faut qu'il y ait un mélange des deux. Et là où c'est en anaérobie, au cœur du compost, donc c'est pareil, compost, il ne faut pas mettre que de la matière sèche azotée et que de la matière carbonée.
ils mettent aussi encore d'autres nutriments comme la consoude, ça produit beaucoup de biomasse, on peut se permettre de faire des composts et tout ça avec ça. Mais moi, quand j'arrache un chien dent, je ne nettoie pas forcément la racine, le chignon de racine. D'une, bah, parce que récupérer la terre qui est dessus risquerait de me faire retomber la racine et refaire partir le chien dent là où je l'ai enlevé, c'est-à-dire là où je voulais pas qu'il soit. Et de deux, c'est que cette terre-là, elle va donner une inertie. Aussi bien hydraulique, ça va garder un peu l'eau, hein, les argiles vont faire leur rôle de garder l'eau. Mais en plus de ça, en fait, ce qui se passe à l'intérieur en anaérobie, il y a vraiment une guerre chimique. Et comme dans certaines réactions chimiques, il y a ce qu'on appelle une réaction exothermique qui va produire de la chaleur. Et littéralement, ça va cuire à l'intérieur du compost. Le compost va cuire toutes les graines, toutes les racines. Ça monte. Quand on surveille vraiment un vrai compost, qu'on s'y pousse à fond, si on veut pas de perdre de temps et avoir un truc rapide, en 3 semaines, ça peut être fait un mètre cube de compost, donc un cube d'1 mètre sur 1 mètre sur 1 mètre en hauteur. C'est en 3 semaines, ouais, 21 jours, on fait un bon compost, un bon tas de compost, assez riche. Alors il faut toujours plus de carbone que d'azote. Je vous explique pourquoi, parce qu'il va y avoir beaucoup de champignons et de bactéries qui vont manger ça. Il faut de l'azote pour nourrir ces champignons et ces bactéries qui vont digérer la lignine et la cellulose présente dans le compost. Et il faut encore de l'azote pour ce que vous voulez faire pousser dedans. Alors si c'est pour faire un terreau, un compost de semis, on va mettre assez peu d'azote, vraiment de l'ordre d'un C/N très élevé, donc beaucoup de carbone, très peu d'azote. Je déconseille de monter jusqu'à 100 quand même, c'est-à-dire 1 kilo d'azote, 1 kilo de matière verte, on va dire, tonne de pelouse, pour résumer. 1 kilo de tonne de pelouse pour 100 kilos de paille. Ça va faire un terreau de semis tôt ou tard, mais ça va être très très long à décomposer. Moi, j'irai pas plus loin que 60 pour vraiment avoir un bon C/N pour faire un terreau de semis. Et pas utiliser de paille, mais plutôt de la feuille. Beaucoup de feuilles de bois. Ça va vraiment se décomposer, faire un humus, vraiment comme en forêt en fait, c'est ça le but. Et avec la terre justement apportée par le chien dent, les racines que vous avez amenées qui sont un petit peu azotées, c'est ce qui va faire le terreau en fait. C'est la terre qui fait le terreau. Ça va garder la chaleur, donc ça va continuer de cramer ce qu'il y a à cramer à l'intérieur du compost. Ça va aussi dégager des gaz à effet de serre. Quand ça monte en température, on envoie du méthane, ça c'est assez connu. On envoie le fameux gaz hilarant, le peroxyde d'azote, qui est un peu moins connu, mais pourtant il a un équivalent effet de serre. Le méthane, je crois que c'est 26 fois celui du CO2. Le peroxyde d'azote, si je dis pas de bêtises, c'est 120 fois celui du CO2. On en émet beaucoup moins dans le compostage que ça, mais quand même, on en envoie. C'est pour ça que je fais tout à plat aujourd'hui. Il n'y a quasiment plus de montée en température dans mes composts, pour cette raison-là. J'ai pas arrêté de prendre la voiture pour me faire plus de compost et envoyer plus de gaz à effet de serre non plus. Et ouais, un pourrissoir, ça va être un gros tas qu'on va laisser reposer toute une année, en fait. En général, c'est bâché. Il faut garder une certaine humidité dans le compost. Il faut de l'eau et il faut de l'humidité, il faut de l'air pour que et les bactéries aérobies et les bactéries anaérobies puissent se développer. Et en fait, ouais, pour en revenir sur mon terreau de 3 semaines, il faut surveiller avec un thermomètre ou avec la main, si on n'a pas peur de mettre la main au cœur comme on est bourrin, on met les mains dans le caca. Ça doit être limite supportable à la main, ça demande de monter jusqu'à 70 degrés. Dès que le compost monte à 70 degrés, on le mélange, donc on retourne le tas de compost, on prévoit un deuxième tas à côté, de faire en sorte que ce qui était à l'extérieur se retrouve à l'intérieur, au milieu, et ce qui était au milieu se retrouve à l'extérieur. Comme ça, en fait, on mélange tout ce qui cuit pour être sûr que tout est cuit, toutes les racines, toutes les graines, tous les pathogènes, tout crame. Vraiment assez simple dans un ballon d'eau chaude pour s'assurer qu'il n'y ait pas de bactéries. Il faut que au moins 5 minutes à 65 degrés, le ballon soit chauffé à cette température-là, 5 minutes, 65 degrés.
Je crois que c'est 1 minute de moins par 10 degrés supplémentaires, donc 60 ou par 5 degrés. Donc si on monte à 70 degrés, on n'a besoin que de 4 minutes. Si on monte à 75 degrés, on n'a besoin plus que de 3 minutes. En gros, si on monte à 100 degrés, bah, une fois que c'est monté à 100 degrés, tu as tué tous les pathogènes, les principaux pathogènes. Quelques champignons qui peuvent rentrer en dormance sous forme de spores, mais voilà, on les trouve pas dans nos tuyauteries, dans nos canalisations. Bah, c'est pareil dans le compost. À 70 degrés, ça y reste beaucoup plus que 4 minutes à cœur, donc ça crame vraiment bien tout ce qu'il faut pas. Voilà, bon, bah, les terreaux, c'est ça en fait. Un terreau, c'est un compost avec de la terre. Donc vraiment, le compost, il n'y a pas de terre dedans, c'est que de la matière végétale ou animale. On peut, si on considère que les vers de terre, on peut aussi composter des animaux. Comme je disais, ça apporte des nutriments. En gardant à l'esprit que si on met une carcasse ou un os de quelque chose, bon, déjà, faut peut-être voir à le passer à la broyeuse ou à le casser au marteau, parce que les bactéries vont peut-être pas rentrer à l'intérieur des os. Et ben, il faut pas avoir peur d'attirer aussi des rongeurs comme les rats ou des fouines, enfin des opportunistes qui pourraient s'attaquer. Moi j'ai des poules par exemple, je préfère pas trop engagé. Je ne vais pas dire que je vais me mettre zéro déchets animaux, hein. Des fois mon chat me ramène des petits trophées, on va dire. Ça arrive que ça finisse dans le compost. Mais voilà, pas de dogme. Je vais pas refuser de mettre de la viande ou des bêtes mortes dedans. Mais c'est pas ce qui va être le principal ingrédient non plus, quoi, hein. C'est pas ce que je vais chercher à mettre pour apporter des nutriments à mon compost. Donc le terreau, ben, c'est un compost qu'on fait avec de la terre, comme je disais. Un terreau de semis doit être très pauvre en nutriments, surtout en azote. Le risque d'avoir de l'azote dans un nutriment, c'est que si vous regardez une graine, en fait, la graine, c'est une réserve d'énergie, hein, des sucres principalement qui vont servir à la plante. Et la première chose qui sort, c'est une racine, un germe. Elle va juste chercher de l'eau. Elle a besoin de rien d'autre. Tout est présent dans la graine. Et l'azote, s'il y a un excès d'azote sur votre terrain, ça peut brûler les racines. Il faut se renseigner. Comme je vous disais, chaque plante a ses besoins. Trop d'azote, c'est pas bon. Pas assez, c'est pas bon. C'est comme tout, hein. Trop de sucre dans le sang, c'est pas bon. Pas assez de sucre dans le sang, c'est pas bon. Trop de gras dans le sang, c'est pas bon. Pas assez de sucre dans le sang, c'est pas bon. Et on n'est pas tous égaux, hein. Quand on n'a pas tous la même morphologie, ben les plantes, c'est pareil. Déjà, d'une espèce à l'autre, elles sont différentes. Et d'une plante à l'autre, on peut des fois remarquer deux pieds de tomates qui viennent les sachets de la même plante. Moi, je fais mes propres graines. Plantées l'une à côté de l'autre sur la même nappe d'argile, le même nutriment, le même traitement depuis des années. Aucune différence notoire sur ce qui a poussé sur ces planches-là les années précédentes. Ben, d'une année sur l'autre, il y en a une qui va pousser plus, l'autre qui va pousser moins, parce qu'il y en a une qui profite plus. Voilà. La loterie génétique, l'ADN, fait que tous les plants ne sont pas forcément égaux face aux intempéries. Alors, l'ensoleillement, des fois, ça peut jouer à quelques centimètres, mais bon, des fois. Voilà, je pense avoir fait le tour de la question. On a parlé des engrais, on a parlé du terreau, on a parlé du compost. Alors, un compost très azoté va monter très vite en température puisqu'il va activer beaucoup plus vite la vie des bactéries, principalement. Bactéries, micro-organismes en règle générale, hein, champignons, et tout ce qui fait la guerre chimique à un niveau microscopique. Et trop d'azote peut aussi bloquer ce phénomène-là. Comme je disais, il vaut mieux avoir plus de carbone que d'azote toujours dans un compost, un 50-50, donc c'est-à-dire un C sur N de 1, ou inférieur, c'est-à-dire qu'il y a plus d'azote que de compost. Ça risque de sentir très vite mauvais, et du coup de devenir un pourrissoir par la même occasion. Il faudrait aérer énormément, faire sécher même les limites si c'est de la tonte de gazon ou voilà, c'est pas évident à gérer un compost riche en azote, on va dire, quoi.
Je conseille quand même d'avoir beaucoup plus. Minimum 15 fois plus de carbone que d'azote. Donc en volume, en masse, hein, vous voyez par rapport à, comme je disais, c'est sur 1 mètre de haut, ben, faut varier les couches, mais moi je vais faire des couches de 5 cm de paille, et je vais pas hésiter à faire une couche de 50 cm, 60 cm, non, pardon, je recommence, une couche de 5 cm de tonte, d'équivalent, hein, de tonte de gazon, et remettre un gros paquet de paille. Là, je vais remélanger, je remets 5 cm de tonte, un gros paquet de paille, et je vais remélanger, etc. Et je remélange le tout au fond. J'arrose. Alors, idéalement, même, c'est de prendre la paille et de la tremper. La paille, la matière sèche, hein. De la tremper dans de l'eau. C'est que ce soit la paille qui soit mouillée par l'azote. De toute façon, en mélangeant ça, ça va arroser, on va dire, les matières humides. Mais ouais, j'humidifie les matières sèches. Carton, pour ceux qui récupèrent du carton près de chez eux, la paille, enfin voilà, les matières carbonées, je les humidifie très fortement par trempage. Et au moment de remélanger, j'hésite pas à remettre un coup d'arrosoir éventuellement avec la poire, que ça dilue bien, que ça absorbe bien, que ça mouille bien partout. Voilà, sur ce, attention à ce que vous mettez dans la terre, respectez-la, et à tantôt.